Du coup, bonsoir à tout le monde. Donc, Laure, je suis donc UX designer et chargée de marketing digital au sein de Proxiad Lille. Je travaille depuis 1 an et demi sur le SEO et je suis référente au sein du CDS sur le SEO. Ouais, je laisse Ramzi pour se présenter. Ramzi. Petit problème de micro, je pense, sur Ramzi qu'il faudrait réactiver, Laurent, si tu veux bien. Bonsoir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je suis Ramzi Belayouni. Je travaille en tant que chef de projet informatique pour Proxiat Est. En 2018, j'ai eu l'occasion de travailler pour la chaîne de télévision Arte, ici à Strasbourg, et j'étais chef de projet SEO. Donc, j'étais responsable d'améliorer le classement des sites d'Arte dans Google. Donc voilà, ce soir, on va voir comment optimiser son site. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à participer à un petit quiz assez facile. Il y a juste 6 petites questions à faire. Donc, je vous invite à vous connecter sur kiss.fr. On va vous demander un code d'accès. Donc, il est sur la slide accessée. Et vous pouvez répondre au petit quiz. Laure, tu suis bien sûr le nombre de connectés Oui, je suis le nombre de personnes qui se connectent au fur et à mesure. Bon, il y a un petit temps de décalage. Allez, on est 25, 26 bientôt. Je pense qu'il faut, là, il faut suivre. Donc, c'est juste pour pouvoir voir si vous connaissez un petit peu le SEO, quelques petits termes. Donc, c'est assez simple. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mauvaise. Voilà, c'est assez simple pour répondre. Il y a des questions pas faciles. Hein. Moi, si. Combien de connectés, là, Laure, pour l'instant? J'ai un temps d'attente. Attends que je réactualise. Moi, je n'ai pas les connectés. C'est dès que les personnes qui vont valider le quiz, je pourrai avoir les premières retours. Là, pour le moment, j'ai un seul retour. Oui, je viens de terminer. 3 retours. Allez. Et il ne faut pas tricher. Il faut pas tricher. Aïe, 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 pas de triche. Mais je le vois que... Ça va pour le moment. Les 2 premières questions, il n'y a pas d'erreur. Pour le moment, c'est bien. Il y a 8 personnes qui ont validé, qui sont allées jusqu'au bout. Normalement, c'est Laure qui va communiquer les résultats. Oui. C'est pour ça que vous ne voyez pas les scores. Oui, Oriane, je me suis fait la même remarque. Pourquoi je n'ai pas le droit de voir mon résultat? Oh. Mais le résultat, c'est anonyme. Je ne peux pas voir qui a répondu quoi exactement. Non. Mais j'ai la totalité. C'est ça qui est dommage. Oh. 13 personnes, ça va. Allez. Ouais, je vais pouvoir commencer à donner les réponses. Donc, pour la première question, tout le monde a eu raison. C'est bien Search Engine Optimization, avec mon super accent en anglais, bien sûr. Après, donc les petites entreprises locales peuvent attirer les clients près de chez elles, bien sûr, avec le SEO. Là, il y a eu des petites erreurs. Que signifie URL?
Donc, la signification de l'acronyme, c'est Uniform Resource Location. La redirection 301, donc c'est une redirection qui est permanente. Que signifie l'affirmation la plus juste? Du coup, là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux, elles sont justes. Google, effectivement, il n'est pas payé pour le référencement naturel et le référencement naturel est gratuit. Et pour la dernière question, on pouvait tout cocher. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Donc voilà pour ce qui en est pour le petit quiz. Donc, une petite signification de l'acronyme SEO. En anglais, donc, SEO, c'est Search Engine Optimization. En français, on dit référencement naturel. Donc, en gros, il s'agit d'une technique qui permet de positionner un site web ou une page web sur les résultats de moteurs de recherche. Moteurs de recherche, on les connaît un peu tous, un peu les principaux, Google, Bing et Yahoo. Mais le SEO ne sert pas que à atteindre le haut de résultats dans les moteurs de recherche, ça sert aussi à cibler un mot-clé qui pourra, en fonction de ce mot-clé, le cibler le plus juste possible selon son activité et sa cible. Et une page mal placée et elle est mal référencée et elle subira ce qu'on on dit dans notre jargon dans le SEO, un taux de rebond. Donc un taux de rebond important, ce que ça signifie en gros, c'est que quand un utilisateur se connecte atterrit sur un site ou une page, que le contenu ne l'intéresse absolument pas, il quitte immédiatement sur cette page-là. Et ça, c'est très pénalisé pour le SEO. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir pour ce soir? On va voir, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu une petite histoire sur les algorithmes de Google. Ramzi vous présentera ce que c'est qu'une SERP. On vous présentera le SEO on-page et off-page. Je vous présenterai après pour des boîtes à outils qu'on peut utiliser. Et pour conclure, on finira sur les tendances 2021. Du coup, les moteurs de recherche, ils font partie intégrante de notre vie quotidienne, que ce soit nous en tant que professionnels du web, mais aussi en tant que simple utilisateur. Les moteurs de recherche, ils existent depuis les années 40. Bon, pour ce soir, je ne vais pas remonter aussi loin dans le temps, parce que j'en aurais pour plus d'une heure pour parler rien que sur ce sujet-là. Donc, en gros, comment fonctionnent les moteurs de recherche? Donc, ils ont principalement ce qu'on dit des algorithmes de calcul que Google va récupère en entrée les mots que les utilisateurs tapent dans la barre de recherche et va nous fournir en résultat une page avec des destinations pour des sites web, des pages web, qui va répondre plus ou moins à notre demande. Donc, à la suite de la création des algorithmes de Google, que le premier il a été créé en 88, c'est à la suite de ça que le SEO est né. Depuis le lancement des premiers algorithmes, il y a une multitude de mises à jour et c'est sans cesse en perpétuelle mise à jour. Pour ce mois-ci, il y en a eu quasiment plus de 47 mises à jour. Sur l'année 2019, on compte environ 3620 mises à jour. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails au niveau de quelques algorithmes majeurs qui font partie dans la stratégie SEO. Alors, comme on peut constater, ici, tous les algorithmes ils portent un nom. Le premier, c'est il s'appelle Caféine.
Caféine. Il a été créé en juin 2010. Il est en mesure de crawler et d'indexer les pages les plus rapides dans le moteur de recherche. Ce que ça signifie, c'est que crawler, c'est tous les petits robots de Google vont venir scanner les pages et les sites web et vont analyser le contenu, la technique, le contenu, tout ça. Et c'est comme ça qu'il va permettre d'indexer et de référencer les pages. Ensuite, en février 2011, nous avons Panda. Alors lui, il a pour but de pénaliser tous les sites ayant un contenu de qualité faible. Ça veut dire que tout le contenu d'une page, si il n'y a pas assez de mots, ou bien si le contenu ne répond pas à la question que l'utilisateur recherche, ça va être pénalisé. Donc, du coup, Google ne va pas aimer et ça sera mal référencé. Il faut absolument que le contenu soit rédigé pour répondre à une question et surtout pour l'utilisateur et non pour faire un contenu rédigé pour du SEO pour pouvoir être référencé sur Google. Après, nous avons en avril 2012, nous avons Pingui. Donc Pingui, lui, il sanctionne les contenus abusifs. En 2012, nous avons Pirate. Alors, Pirate, il vise à attirer des pages de résultats. Il retire les pages de résultats ayant un contenu qui va violer les droits d'auteur. En juin 2015, nous avons Pigeon. Alors, Pigeon, lui, il est très utile pour les magasins, les restaurants, parce qu'ils vont se cibler au niveau, leur visibilité, c'est au niveau local. Et un des petits derniers, c'est Bear. En 2019, lui, Bear, c'est les prémices d'une intelligence artificielle. Il hiérarchise les termes et les expressions qu'on renseigne dans la requête et ça permet de comprendre le comportement de l'internaute et de lui fournir une qualité de réponse. Donc là, je vais vous laisser, Ramzi, vous présenter ce que c'est la SERP. Donc, la SERP, c'est Search Engine Results Page. En français, ça donne page de résultats des moteurs de recherche. En gros, c'est le résultat d'une recherche dans Google. Donc, on a deux grandes familles de résultats qu'on peut différencier. On a les résultats qui sont payants et les résultats organiques. Les résultats, on peut différencier les deux grâce à la petite note qu'on a annonce. Parfois, c'est ad et ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Voilà, les résultats payants sont des requêtes. Ça veut dire que, par exemple, on prend chaussures de sport. Nike va payer Google pour être affiché en premier pour la requête chaussures de sport. C'est ce qu'on appelle un résultat payant. Les résultats organiques sont plutôt la qualité de notre site. C'est-à-dire, plus notre site sera de qualité, plus on sera bien classé dans Google. Je vais utiliser un terme un peu plus technique. Quand on est bien classé, c'est-à-dire le Graal, la meilleure position, c'est la position 0. C'est-à-dire que juste après les publicités, ou parfois il n'y en a pas, et on est classé en premier. Donc, si on a un site de qualité, on sera très bien classé. Et si on est très bien classé, ça veut dire qu'on aura plus de trafic et de visites sur notre site. Donc, la recherche dans Google a beaucoup évolué. Donc, on va parler de la recherche classique. La recherche classique, c'est vraiment des liens simples vers des sites web. C'est la base du moteur de recherche. On parle beaucoup de Google parce qu'il est utilisé à 90% en France. Donc, voilà, on va essentiellement parler du moteur de recherche Google ce soir. Donc, je vais utiliser encore un autre terme un peu plus technique. Ces liens-là, donc ces URL, on les appelle des blue links. Donc, les résultats que vous voyez là sur votre page, sur l'exemple, on appelle ça des blue links.
Donc, on a pris un exemple, c'est vacances maison en Grèce. Comme on peut le voir, Airbnb sont très bien classés. Ils remontent en premier, donc à la position 0. Et je pense que les améliorations sur le référencement naturel, donc sur le ICO qu'a fait Airbnb, leur permet d'avoir un gros chiffre d'affaires aujourd'hui, même si en 2020, ils n'ont pas passé une bonne année. Donc, la SERP a beaucoup évolué depuis son commencement. Aujourd'hui, on parle d'une recherche universelle, même si on a toujours des résultats classiques. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la recherche universelle. La recherche universelle, le but de Google, c'est vraiment toujours d'améliorer l'expérience utilisateur. Le but final, c'est que l'utilisateur puisse retrouver l'information le plus rapidement possible. Donc, je donne un exemple encore ici, c'est Obama. On a un Blue Link classique, Wikipédia, qui fait partie des meilleurs sites référencés dans le monde. Et comme on peut le voir, il y a plusieurs autres modules. On peut prendre l'exemple à la une. À la une, c'est un module qui a été fait par Google qui permet en fait de récupérer directement les articles, par exemple, sur les sites web des journaux. Je peux prendre un exemple, mais pour Proxiad. Proxiad est en train de publier sur son blog des articles. Si on référence bien ces articles-là, eh ben, on pourrait pourquoi pas retrouver des articles de Proxiad qui remonteraient dans ce module que vous voyez qui s'appelle à la une. Il y a d'autres modules, hein. Il y a le module vidéo aussi qui permet de récupérer directement les vidéos sur les sites web. Il y a des modules pour les images. Comprendre qu'aujourd'hui, pour améliorer l'expérience utilisateur, Google a mis en place plus de 80 modules. Donc, on va passer au on-page et au off-page. C'est que faire pour bien se positionner? Comment faire pour avoir cette position 0 dans Google? On peut encore une fois décomposer en deux grandes familles. On va avoir les améliorations on-page et les améliorations off-page. C'est vraiment une multitude de facteurs de ces deux familles qui vont faire que vous allez être bien classé dans Google. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est vraiment beaucoup de petites améliorations qui vont nous permettre de bien nous classer. Donc, on va commencer par le on-page. On peut même le restructurer. On peut décomposer nos améliorations on-page. On va voir, par exemple, des améliorations qu'on appelle techniques. Dans ces améliorations techniques, on peut avoir tout ce qui touche à la structure interne. Par exemple, le sitemap XML. Ce sera vraiment intéressant que tu regardes. Pardon. Le site web, comment optimiser tout ça? Donc, la structure interne, je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Non, vas-y, pas de souci. J'ai rebooté les micros. Attention, effectivement, si vous activez votre micro, ça peut faire un petit peu de bruit. Vas-y, Ramzi. Donc, je vais reprendre sur tout ce qui est amélioration technique et donc sur tout ce qui est structure interne de notre site web. Donc, on va avoir un fichier qu'on nomme le fichier XML, c'est le sitemap, ou encore les profondeurs des pages web. On va avoir d'autres améliorations qui vont, elles, plutôt toucher au maillage interne, donc tout ce qui est erreur 400, ou encore le sitemap HTML qui, lui, va plutôt aider l'utilisateur à comprendre le maillage interne de notre site web. Et on va avoir une partie qui est peut-être la plus importante au niveau du SEO, c'est l'amélioration du contenu. Donc, tout ce qui est amélioration du contenu, ça va toucher vraiment à tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est balises title, métadescription, ou encore les balises HM. Pour le off-page, c'est tout ce qui est externe à notre site web. Ça veut dire que c'est toutes les améliorations qu'on peut apporter pour améliorer la visibilité de notre site web. On peut parler de backlink, par exemple. C'est un terme qui est très utilisé dans le SEO. Le backlink, c'est tous les liens qui mènent vers notre site web. Je vais encore une fois donner un exemple. Par exemple, imaginons que le Crédit Mutuel ou Euro Information ait un lien vers Proxiad, puisque ce sont nos clients. Crédit Mutuel ou Euro Information est considéré comme un backlink de qualité, ce qui nous permet, encore une fois, d'améliorer notre classement. Les annuaires ou encore les réseaux sociaux qui sont devenus omniprésents aujourd'hui. Donc, je vais laisser la main à Laure, qui va reprendre un peu plus sur le on-page. Avec un micro ouvert, ça sera mieux. Ramzi vient rapidement de vous expliquer la différence entre le SEO on-page et off-page. Du coup, moi, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail sur le on-page, sur quelques points précis. On va commencer donc, par établir une connexion sécurisée.
Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, c'est parce que Google, il favorise l'indexation et le référencement des sites qui sont sécurisés. Parce que pour lui, c'est un critère de pertinence. Plus le site il va être fluide, rapide et sécurisé, Google va favoriser son classement de ces pages-là. Et aussi, d'un côté utilisateur, quand on fait face à un site marchand qui est sécurisé, ça rassure l'utilisateur, donc il a confiance en ce site-là, donc il aura potentiellement envie d'aller faire ses achats sur ce site. Donc c'est un fort signal de confiance. Par contre, sur l'impact SEO en lui-même, il est minime. Donc ça veut dire que si on a un site qui est uniquement en HTTP, on ne va pas être ultra pénalisé, mais c'est quand même préférable qu'ils soient en HTTPS. Du coup, après, on va parler sur l'intitulé d'une URL. Donc, les URL, quand on les construit, il faut qu'elles soient claires, concises. Pourquoi? Parce que ça a des avantages. Pour l'utilisateur, plus elle est claire et concise, elle va être lisible. Et il va comprendre de quel sujet sur ce qui va atterrir le contenu de la page et il va vouloir aller directement sur ce site-là. Donc, il va cliquer. Donc, ça va améliorer le taux de visite. Mais pour Google, ça a un gros impact important. Pour lui, ça va lui permettre de comprendre la thématique abordée au sein du contenu de cette page-là. Plus on est clair et précis, plus Google va comprendre et mieux il va référencer notre URL. Alors, toute la stratégie SEO, elle s'articule essentiellement sur la stratégie des mots-clés. C'est le gros point du SEO. Donc, il faut bien choisir ces mots-clés. C'est vraiment indispensable dans notre stratégie marketing. Il existe différents types de mots-clés. On dit des mots-clés de marque. Ça représente notre enseigne, notre entreprise. On dit des mots-clés qui existent, des mots-clés génériques. Eux, ils ont une portée très large. Donner un exemple, si je me prends comme mot-clé recrutement. Recrutement, il est assez court. Si un utilisateur il tape recrutement, il va arriver sur une page de résultats avec recrutement dans l'informatique, recrutement dans du commerce, dans n'importe quel domaine. Donc, ce mot-clé-là, à lui seul, ne suffit pas à sa recherche. Donc, il est trop générique. Il existe aussi des mots-clés qu'on dit concurrentiels. Donc, c'est-à-dire que suivant notre cœur de métier, on a tous les concurrents et on va s'aligner sur les mêmes stratégies de mots-clés que nos concurrents font et on pourrait essayer d'arriver à mieux se positionner sur les mêmes mots-clés. On va dire maintenant, c'est bien, on sait qu'il y a différents types de mots-clés, mais comment choisir un bon mot-clé? Un bon mot-clé, c'est qu'il génère du trafic et c'est de qualité. Quels sont ces critères de sélection de mots-clés? Premièrement, c'est le volume de recherche. Plus ce mot-clé est recherché, plus ça a une importance, plus derrière on aura du résultat. Il ne doit pas être trop générique. Comme mon exemple, je vous ai dit, le recrutement, c'est trop générique. Ce n'est pas suffisant. Il y aura le volume de recherche est trop important sur ce milieu-là et il n'y aura pas de résultat sur notre activité. Et il doit surtout aussi correspondre au contenu de notre site. Si mon site c'est de l'informatique, il ne faut pas que je me cible par exemple sur un livre. Ça va pas en lien avec mon activité. Après, un autre point qui est phare aussi dans le SEO, c'est le contenu. Le contenu, il doit être optimisé et c'est vraiment capital. Le contenu doit être naturel et de qualité. Ce qui signifie, c'est que le contenu, quand on rédige, c'est un contenu qui est rédigé pour l'utilisateur et non pour Google, pour plaire à Google. On doit répondre à un besoin. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, c'est pour l'utilisateur et non pour plaire à Google. On doit écrire au minimum dans un contenu 300 mots.
Pour un exemple, pour un article, on compte aux alentours de 1000-1200 mots. C'est sûr que c'est difficile pour une fiche de produit de faire autant, mais il faut être le plus précis et apporter une réponse. Alors là, j'ai des questions sur les mots-clés. Oui. Effectivement, Ramzi essaye aussi répond en même temps. 2 questions. Pour les mots-clés, est-ce qu'il faut favoriser le français ou garder l'anglais? Alors, tout dépend de notre stratégie et si on se situe, notre site, il est en français ou en anglais. Si on est en français, il vaut mieux partir sur des mots-clés en français. Généralement, c'est sur ce qu'on va se baser, que si c'est en anglais, il vaut mieux cibler sur l'anglais. Après, ça dépend aussi le domaine d'activité auquel on est. Dans l'informatique, généralement, on utilise des mots en anglais, donc c'est moins gênant. Si c'est par exemple, si c'est pour un site, pour un boucher, ça va être difficile qu'on lui écrit en anglais. Oui, bon, ok. C'est ce que disait Ramzi, hein, ça dépend de laquelle qu'on vise. En effet, mais pour compléter la question, une marque purement française, automatiquement, les mots-clés seront purement français, ou est-ce qu'il y a un intérêt quand même pour les mettre sur des anglais, à savoir si l'international viendrait commander sur un site français? Alors, c'est bien ce il faut établir sa stratégie de base au départ. C'est quelle stratégie? Qui on veut viser en premier? Est-ce que c'est d'abord en premier la France et après je veux m'externaliser, ou je veux d'abord externaliser et après je veux voir pour la France? Ça dépend, il faut établir une stratégie de base et après une fois qu'on a défini notre stratégie de base, d'ailleurs, on déclenche notre sélection de mots-clés. Ok. Une deuxième question encore sur les mots-clés de Pauline. Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si le mot-clé qu'on souhaite utiliser est régulièrement recherché? Oui. Question, ça. C'est un peu de la triche alors. Non, c'est pas de la triche, c'est une stratégie justement, c'est de la volume de recherche et que sur lequel on veut se cibler. Et ça, j'expliquerai un peu plus tard dans ma boîte à outils. Ok, bon bah super. Eh ben écoute, alors. Alors, moi, je vais finir sur mon petit point. C'est quand on construit un site, actuellement, on utilise des images et le référencement utilise fortement aussi sur les images et il faut les optimiser. Pour ça, on a 2 points à travailler qui est important. C'est le nom de l'image. Alors, le nom de l'image, c'est comme une légende, on va dire. Elle doit évoquer le contenu de l'image. Et on doit placer aussi le mot-clé stratégique qu'on a choisi. Après, on a aussi ce qu'on appelle en développement, c'est l'attribut alt. Alors, l'attribut alt, ça décrit l'image d'une manière vraiment descriptive. Cet attribut il est très utile aussi pour quand l'image ne s'affiche pas par un problème de navigateur. Donc, c'est la description qui va s'afficher. Mais aussi, au niveau d'un point de vue accessibilité numérique, les personnes qui sont malvoyants ou non-voyants, ils utilisent une machine de lecteur de contenu et l'attribut alt, elle va être lue. Donc, ça va permettre de décrire cette image clairement. Et pour cette description alt, donc non seulement il faut mettre les mots-clés, mais on doit mettre à peu près 100 caractères pour la décrire. Je vais laisser Ramzi décrire la suite. Merci Laure. Donc, comme je vous ai présenté un peu plus haut tout ce qui était on-page, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va parler de la balise title. Donc, la balise title, déjà, c'est ce qui est affiché dans l'onglet. Quand on ouvre une page, dans l'onglet du navigateur, on a un titre. Et ben, ça, c'est la balise title. Cette balise title, elle permet de décrire la page. Je donne un exemple. Par exemple, on est sur la page d'accueil de Proxiad. Et ben, on va écrire page d'accueil dans l'onglet, enfin dans la balise titre. La balise métadescription, elle, c'est plutôt une description de la page. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Ça veut dire que ça va être plus un paragraphe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de combien de caractères, parce qu'on a aussi ça. Mais voilà, pour bien vous expliquer la métadescription. C'est un petit paragraphe qui va bien décrire la page. Et la balise title est vraiment le titre de la page. Et il faut comprendre l'importance de ces 2 balises, par exemple. Quand je vous parlais de la recherche classique,
et des résultats de recherche tout au début, et ben, le blue link, en fait, c'est ce qu'on a mis dans la balise title. C'est-à-dire ce qu'on a, nous, inséré dans la balise title, c'est ce qui sera affiché dans le blue link dans Google. Et le petit paragraphe que vous avez sous le blue link, et ben ça, c'est la métadescription qu'on a mis en place. Et de là, l'importance des deux. Donc, on a aussi les balises HN. Les balises HN permettent au moteur de recherche de bien comprendre la structure de notre site. Il faut comprendre que tout à l'heure, Laure a parlé du crawling, donc des petits robots qui vont aller chercher notre site. Et ben, les balises HN, donc on a plusieurs balises, hein, ça part de la balise H1, H2, H3, jusqu'à la balise H6, c'est ce qui est pris en compte aujourd'hui par Google. Et ben, ces petits robots-là, ils vont utiliser ces petites balises H1, H2, H3 pour vraiment bien comprendre notre page. Plus nos pages sont claires et compréhensibles, plus le moteur de recherche va bien classer notre site. Donc, on va passer aux données structurées. J'ai aussi parlé de la recherche universelle avec tous les petits modules, avec les articles, les vidéos, les images. Et ben, les données structurées permettent de communiquer des informations à Google. C'est-à-dire que nous, on va communiquer des informations à Google. Lui, il va récupérer ces informations-là et il va les afficher dans la SERP. Les articles, par exemple, on va avoir un type de données structurées qui s'appelle New Articles et ils permettent de mettre en avant les articles de notre site web. C'est vraiment pas une page web, mais vraiment, même parfois une vidéo ou une image ou un article. C'est à travers les données structurées qu'on va communiquer avec Google et Google, lui, va pouvoir directement les afficher dans des modules dans la SERP. On peut prendre un exemple. Aujourd'hui, Proxiad a un blog, elle a des articles et on pourrait, comme je l'ai dit précédemment, les afficher directement dans la SERP. On peut faire ça aussi pour les vidéos et comme l'a dit Laure, pour les images, et ben les images aussi, on peut les mettre dans des données structurées et communiquer ça avec Google. On va passer maintenant off-page et rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on a les backlinks. Les backlinks, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est tous les liens externes à notre site et qui mènent vers notre site. Plus un backlink est de qualité, plus Google va considérer notre site comme un site de qualité et il augmentera notre classement dans la SERP. Les réseaux sociaux, pareil, hein, c'est omniprésent. Avoir une chaîne YouTube, avoir une page Facebook, toujours avoir du bon contenu de qualité sur tous les réseaux sociaux permettent d'avoir plus de visibilité. Avoir plus de visibilité veut dire bien sûr être mieux classé dans Google. Il faut toujours comprendre qu'on veut toujours avoir cette position 0 dont je parlais, donc être vraiment bien classé. Le domaine authority ou DA, en fait, il permet de prédire notre classement dans la SERP. Il y a des outils qui permettent, on peut mettre juste l'URL de notre site, et ces outils-là nous donneront un score qui prédit quelque part notre classement dans Google. Le domain authority, c'est principalement aussi des backlinks. Ça veut dire plus on aura des backlinks de qualité, plus notre score DA sera haut, et plus on sera bien classé dans Google. On a le pay-per-click, on en a parlé aussi, c'est tout ce qui est payant. Donc, je paye une requête pour Google pour être bien classé. Je donne un exemple, Proxiad paye Google pour la requête société de service. Et ben, dès qu'une personne va rechercher la requête société de service dans Google, et ben, on aura Proxiad qui est remonté en premier. Et avec, bien sûr, toujours la petite note qui dit que c'est une publicité. On va avoir le référencement local, qui est un peu plus nouveau, on va dire. Imaginons, je suis à Strasbourg, je cherche un coiffeur sur Google. Aujourd'hui, grâce à la localisation, il va me remonter tous les coiffeurs qui sont proches de moi. Ça, bien sûr, de son côté, le coiffeur, lui, va devoir mettre en place son référencement local pour pouvoir remonter dans ma recherche. Et ça se fait grâce à un outil qu'a mis en place, par exemple, Google, qui s'appelle Google My Business. Voilà, donc aujourd'hui, si le coiffeur il référence bien son magasin, moi je fais une recherche, je suis à Strasbourg, et ben il va remonter en premier et donc il aura encore plus de visibilité. Ramzi, je me permets là, une question effectivement fort intéressante là, de Philippe. Est-ce que les autres moteurs de recherche autres que Google, pour pas spécialement les nommer,
Est-ce que les autres moteurs de recherche fonctionnent-ils de la même façon que Google pour le SEO? Alors, oui. On-page, off-page. Pareil, exactement pareil. Hein. Si on va sur Bing et qu'on fait une recherche, il va récupérer le title et il va nous placer. Et ils ont même, ces dernières années, ils se sont mis d'accord et ils ont créé une certaine, voilà, un référent. Ils sont devenus ensemble et ils ont fait des règles qui sont applicables presque aux 3 moteurs de recherche qui sont phares aujourd'hui dans le monde. Donc, les règles sont communes, donc comme tu dis, les règles sont donc communes entre tous les moteurs de recherche. Exactement. Après, les modules que présente Google sont quand même beaucoup plus poussés que les autres moteurs de recherche, parce que voilà, Google a beaucoup plus les moyens et qu'il était là depuis le début. Mais oui, ils ont des règles communes ça marche à peu près de la même manière. En tout cas, la logique est la même. Il y a des algorithmes derrière et ils vont chercher toujours la qualité et le référencement naturel de notre site. Okay. Donc clairement, hein, si on est bien référencé par rapport à Google, on sera bien référencé sur les autres moteurs de recherche, obligatoirement. Ok, super. Merci, Ramzi. Donc, je vais laisser la parole à Laure qui va nous présenter. La boîte à outils. Alors, du coup, maintenant, on a vu comment on travaille le SEO on-page et off-page, mais comment arriver à trouver tous ces mots-clés, comment analyser. Du coup, on utilise pas mal d'outils différents. Il en existe de nombreux outils. Je ne vais pas vous lister tous les outils, mais je vais vous présenter quelques principaux outils qu'on peut utiliser. Alors, je les ai regroupés par famille. Donc, on va commencer, comme c'est le cœur central, c'est les mots-clés, on va commencer par la famille des mots-clés. Donc, pour chercher des mots-clés, on va utiliser Ubersuggest, Google Trends et 1.fr. Donc, Google Trends et Ubersuggest, ils vont, suivant le mot-clé qu'on va lui renseigner, ils vont nous donner la tendance et le volume de recherche. Tout est calculé et ça nous donne sur la journée, sur le mois, sur l'année. C'est vraiment une tendance et un volume de recherche total. Et 1.fr, quant à lui, il va nous donner une sématique, un champ sématique du mot-clé qu'on lui renseigne. Donc, ça va pouvoir nous permettre d'établir sur le même thème plusieurs mots similaires. Donc, c'est une sématique qu'on pourra tourner tout autour. Après, on a, au point de vue technique, l'optimisation au niveau technique. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Screaming Frog ou Google PageSpeed. Alors, Screaming Frog, c'est un outil de crawler. Comme je vous ai dit plus tôt dans la presse, un crawler, c'est un petit robot, plusieurs petits robots qui vont venir scanner le site et il va étudier le site au niveau du contenu, de la technique, et ça va nous donner des résultats. Quant à Google PageSpeed, lui, il va analyser le temps de charge de la page. Donc, c'est-à-dire au moment où l'internaute clique sur l'URL jusqu'au moment où le contenu a affiché. Après, on a une partie pour l'audit de SEO de données. Ce sont des métriques. On a Google Analytics et la Search Console. Eux, ils vont nous donner le taux de visite. On va nous analyser sur quel type de support nos utilisateurs les utilisent, à savoir s'ils viennent d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone. Et en plus, ça va encore plus loin, ça nous précise quel type de mobile, savoir si c'est un iPhone ou un Samsung qui est utilisé. Pour arriver à analyser et avoir un audit complet, un outil qui est ultra complet, ça sera SEMrush. Son grand point fort à SEMrush, c'est au niveau de l'analyse des mots-clés. Il va reprendre comme Google Trends et Ubersuggest. Il nous montre les tendances et le volume. Donc ça, c'est son gros point fort. Après, il peut analyser tout ce qui est au niveau des backlinks, du temps de chargement, des visites.
Donc, lui, il regroupe essentiellement les grands majeurs pour le SEO. Donc, maintenant que je vous ai présenté les outils, on va voir un petit peu quelles sont les tendances pour cette année. Donc le SEO, il n'a pas été révolutionné depuis, ce qui était bon il y a 10 ans, il est toujours bon actuellement. La seule chose qui évolue, c'est le web. Il est en perpétuelle évolution. Des nouvelles techniques de communication apparaissent. Donc, il faut s'adapter par rapport à ça et choisir notre stratégie et optimiser tous ces moyens-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les tendances parce que j'en aurai encore pour quelques heures pour pouvoir parler sur chaque tendance, mais je vais vous citer quelques tendances et expliquer un petit peu le contenu. Donc, une grande tendance, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'algorithme de Google qui s'appelle RankBrain. Il joue un rôle vraiment important, c'est-à-dire qu'il va analyser le comportement de l'utilisateur pour pouvoir répondre à sa demande le plus judicieux et le plus potentiellement possible adapté à sa demande. Mais on va lui poser une question pour pouvoir il va nous renvoyer une réponse. Après, on a la recherche vocale. On sait que d'ici 2022, 55% des foyers vont être équipés d'un haut-parleur intelligent, Google Home, Alexa. Pour optimiser cette recherche vocale, il faut comprendre le fonctionnement de ces haut-parleurs intelligents. On leur pose une question et ils nous renvoient une réponse. Et c'est une question unique, une réponse unique. Donc, il faut arriver à bien comprendre ce mécanisme-là et bien cibler le bon mot-clé et la bonne phrase que les internautes utilisent le plus au quotidien pour construire sa stratégie tout autour de ça. Arriver à construire une question et fournir la réponse la plus judicieuse par rapport à cette question-là. Quelque chose que actuellement tout le monde le sait, c'est qu'on utilise tous actuellement nos mobiles au quotidien pour faire, ne serait-ce pour aller faire des recherches. 85% des internautes accèdent à la recherche via mobile. Donc, il faut absolument optimiser tous nos sites qui soient le plus possible responsives. Un point très important et qu'il a toujours été, c'est le contenu. Le contenu, il faut vraiment bien qu'il réponde à une demande et qu'il soit le plus précis possible et qui convienne vraiment à l'internaute. Il faut répondre à son besoin. C'est pour ça qu'il faut vraiment apporter du contenu de qualité et un contenu bien précis. Après, une tendance qui est pour cette année aussi, c'est la recherche prédictive. Alors, la recherche prédictive, c'est Google Discover. C'est un outil de recommandation de contenu. Il va analyser le comportement de l'utilisateur et il va fournir une file d'actualité selon ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, par exemple, si je vais sur rechercher, ce soir, j'ai envie de savoir ce que c'est, qu'est-ce que je vais regarder ce soir à la télé. Je vais chercher programme TV et demain, je refais la même recherche. Dans mon fil d'actualité, il va apparaître le programme télé assez régulièrement. Le gros point essentiel de tendance de cette année, c'est un nouveau moyen de communication qu'on met à jour, ce sont les podcasts. Vous allez me dire comment arriver à optimiser un podcast pour le SEO, pour être bien référencé dessus. On retourne toujours sur les mêmes réponses. On va dire c'est bien choisir sa stratégie de mots-clés, bien identifier, mettre le bon titre, utiliser une bonne description. Et le gros point essentiel qu'on oublie à chaque fois, c'est bien transcrire le contenu de notre podcast. Et quand on crée un podcast, il faut aussi se mettre à la place de l'utilisateur. Il faut que ce soit
comme si on écrivait des chapitres. On hiérarchise les informations. Un gros point essentiel et qui est primordial pour cette année, que Google met l'accent, point fort sur ses algorithmes et pour pouvoir bien positionner, il se place maintenant sur l'UX, donc c'est l'expérience utilisateur. Si notre site il a vraiment une expérience utilisateur qui est vraiment nulle, Google va vraiment cette fois-ci pénaliser ce site-là et il sera mal référencé, ou voire pas du tout. Vous allez me dire comment améliorer ça. Alors Ramzi plutôt, il a parlé des données structurées. Je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais moi je vais parler plutôt sur les web performances. Les web performances, ce sont pour améliorer ce côté-là, ce sont des mesures qu'on va prendre. Et il y a trois mesures à prendre. La première, c'est une mesure de performance de chargement. C'est ce que j'avais expliqué avec Google PageSpeed. C'est le temps de chargement d'une page, l'action que l'utilisateur va cliquer sur cette page-là et qu'elle va s'afficher. L'idéal, il faut le temps de chargement, il doit être à peu près au maximum 2,5 les premières secondes d'affichage. Si c'est plus, on commence à rentrer dans des mauvaises expériences. Une autre mesure importante, c'est la mesure de l'interaction de l'internaute. Je m'explique. Dans une page, par exemple, on a souvent des boutons pour qu'on clique dessus et c'est en savoir plus. Quand on clique sur ce bouton-là, il y a un temps d'attente avec la réponse en savoir plus. Ce temps-là, ne doit surtout pas dépasser les 100 millisecondes. S'il dépasse, on est encore avec des points que Google nous met, des points en moins, et on est moins référencé. La dernière mesure, c'est il va mesurer la stabilité visuelle. Ce que je veux dire par là, en gros, c'est quand on crée des sites, ça évolue dans le temps, le design évolue, on peut changer, ça, c'est pas souci. Mais par exemple, si aujourd'hui, j'ai décidé que ma page d'accueil, elle soit dans les tons de bleu, demain, je décide qu'elle soit dans les violets. Après-demain, dans les jaunes. Je change trop souvent. Donc, du coup, l'internaute, il est perturbé, il ne comprend pas ce qui se passe et ça ne lui plaît pas, du coup. Donc, cette mesure-là, elle est notée et il ne faut pas qu'elle dépasse les 0,1. Si on dépasse cette note-là, on est encore pénalisé. Donc, ce que fait que Google, actuellement, son point fort qu'il veut cibler pour cette année, c'est l'expérience utilisateur. Donc, ce qui fait qu'on a fait la jonction entre SEO et expérience utilisateur, c'est devenu le SXO. Donc, c'est Search Experience Optimization. Je ne vais pas rentrer dans les détails exactement dans ce que c'est le SXO, mais je vous ai mis dans la slide un lien sur un article qui pourra vous expliquer tout dans les détails. Donc là, je vais laisser place à Ramzi qui va vous pouvoir faire un cas pratique. J'ai une petite question juste avant de Dan qui demande quel est le rapport entre un site responsive et SEO pour le mobile. Alors, un site responsive, c'est un site qui a été créé uniquement pour le web à la base et que quand on se connecte dessus, il va être responsif si on se connecte via un mobile ou une tablette. Ça va s'adapter. Un site SEO pour le mobile, c'est autre chose. On crée une application qui est pour la version mobile uniquement. Ok. Dan, j'espère que ça répond à la question. Dan, sinon n'hésite pas. On va laisser la place à Ramzi là, pour faire justement sa démo. Comme ça, on pourra après rebasculer sur la partie questions-réponses après. Ok, merci. Bon, on va passer à un cas pratique après ce petit cours sur le SEO. Donc, on va essayer de voir. Bon, normalement, le SEO, ça prend des mois à mettre en place, mais on va essayer de faire un cas un peu parlant. Donc, je vais reprendre le partage. Et hop. Est-ce que tout le monde arrive à voir le beau site de Proxiad? Écoute, moi je le vois, donc je pense.
Ok, D'accord. parfait. Zineb Donc- confirme aussi, donc c'est bon. Donc, en clair, comme on a pu voir, les mots-clés restent quand même au centre d'une stratégie SEO. Donc, on va essayer, la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver un bon mot-clé pour bien commencer notre stratégie. Donc, ce qu'on va faire, on va partir sur quelque chose de déjà existant. Voilà, la phrase phare sur Proxiad, c'est « Conseil et expertise en innovation digitale ». Donc, moi, j'ai voulu m'amuser un peu. Je suis allé sur Google Trends. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé des petites requêtes qui sont à peu près très recherchées. Donc déjà, on a conseil digital, expertise digitale, et j'ai voulu comparer ça, par exemple, à la requête ESN. On peut bien voir quand même que la requête ESN est beaucoup plus recherchée sur Google, son score est beaucoup plus élevé, mais ça dépend après de la stratégie qu'on met en place. Mais voilà. Donc, on va partir pour l'instant sur quelque chose d'existant. Donc, on va partir sur, en tant que mot-clé, on va partir sur conseil digital. Donc, on va revenir sur la SERP. Et là, si on fait une recherche de conseil digital, on voit bien, hein, après, c'est en fonction de ma localisation aussi. Mais voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs liens qu'on appelle des blue links, comme je vous ai expliqué, qui remontent. Voilà, il y a plusieurs sociétés de services aussi. Bon, il n'y a pas Proxiad, malheureusement. Voilà, sur Strasbourg, on va en trouver plein, mais pas Proxiad. Maintenant, pourquoi? Déjà, je pense que si eux, ils sont bien classés, c'est parce qu'ils ont fait un excellent travail sur le référencement naturel. Déjà, on peut voir que eux, dans leur title, dans la balise dont je parlais, dans la balise titre, on va juste un peu éloigner ceci. Donc ça, c'est le site, hein, c'est le même. Voilà. Si on remarque bien, eux, dans leur balise title, ils ont écrit « Agence conseil digital spécialisée en stratégie digitale ». Ils utilisent le terme 2 fois, ils utilisent le mot conseil digital dans leur title. Voilà, ils doivent aussi le mettre dans leur métadescription, ce qui fait qu'ils remontent en premier. Ça, c'est pour le côté mot-clé. Donc, que faire maintenant du côté de Proxiad? Déjà, comme on peut le voir sur le site de Proxiad, je vais juste éloigner là-bas. Donc, sur le site de Proxiad, on peut voir déjà que la balise title, elle n'y est pas. On peut utiliser aussi quelques outils. Il y a une extension voilà, qui s'appelle SEO Minion. Alors, on va l'activer. On va faire une petite analyse on-page, donc sur les améliorations qu'on peut faire sur le site. Hop, on va remonter ça. Donc, voilà. Déjà, il nous met une point d'exclamation. Il nous dit « Vous n'avez pas de balise title ». C'est déjà problématique. Dans la métadescription, il nous dit « Vous avez trop de caractères ». Déjà, ça, c'est un deuxième point. Il faut comprendre que les mots-clés, on doit les utiliser pour améliorer notre description. C'est-à-dire que dans la métadescription, on va utiliser des mots-clés comme conseil, comme digital, comme expertise, comme ESN. C'est ce qui nous permettrait d'avoir plus de visibilité dans Google et d'améliorer notre référencement naturel. Après, il y a plein de choses qui sont bien aussi, hein. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer de voir Proxiad en chargement de page. Qu'est-ce que c'est? Hop, on va rééloigner ça. Hop, on va faire Proxiad. Bon, ça prend un peu de temps, donc je ne vais pas le refaire, mais normalement, on analyse, ça prend un peu de temps. Donc là, c'est le score que nous donne Google. Donc le score, il est entre 0 et 100, en sachant que le meilleur score, quand tu es à 100, ça veut dire que tu as un excellent temps de chargement. Quand tu es à 0, ça veut dire que tu as un très mauvais temps de chargement. Bon, nous, on est dans la tranche rouge, donc on n'a pas un très bon taux de chargement, pardon. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des sites n'ont pas vraiment un excellent temps de chargement. Donc nous, on est déjà pas mal, hein. Je l'ai comparé, je suis en train de travailler sur un projet SEO aujourd'hui. Voilà, je peux vous dire que Proxiad, c'est pas mal. Mais on peut toujours beaucoup mieux faire si on met les moyens. Bien sûr, on peut voir que le temps de chargement, par exemple, là, il est sur desktop. Maintenant, sur mobile, par exemple, Proxiad est quand même beaucoup mieux sur mobile. Voilà, on a est beaucoup moins bon, pardon, sur mobile. Donc, il a un score de 14, alors que sur desktop, il a un score de 44. Donc déjà, on voit bien que quand même le site, il est beaucoup plus orienté desktop. Comprendre aujourd'hui, les gens utilisent tout le temps leur téléphone. Donc le téléphone va bientôt, si ce n'est déjà le cas, ils sont passés. C'est-à-dire que les gens utilisent plus le téléphone que le desktop pour faire des recherches sur Google. Donc voilà, ça c'était un petit exemple de ce qu'on pouvait faire pour vraiment améliorer, par exemple, le site de Proxiad.
Maintenant, on va dire pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait toutes ces améliorations et si un jour on se retrouve à cette position 0, qu'est-ce que ça pourrait nous aider? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? On va faire hop, hop. Donc, comme j'ai pris la requête conseil digital, donc j'ai pris un seul mot-clé, qu'on allait travailler dessus. Donc, j'ai fait des petites recherches. Faut comprendre que la requête conseil digital, on la recherche 15 fois par jour en moyenne sur l'année. Donc, sur l'année, ça va faire 5475 fois que la requête conseil digital va être recherchée. Ramzi, on voit pas ton écran. Pardon, oui, oui. Hop. Et hop. Partager. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok, donc désolé. Donc, comme je disais, la requête conseil digital aujourd'hui, en moyenne, elle est recherchée 15 fois par jour à travers quelques outils que j'ai utilisés, par exemple Uber Suggest. Donc, 15 fois par jour. Donc, sur l'année, ça nous fait 5475 fois par an cette requête est utilisée pour faire des recherches. Il faut comprendre qu'on a des pourcentages. Donc, on a pu faire des tendances au niveau du SEO. On sait que 90% des personnes utilisent Google, mais il faut savoir que 30% des personnes qui font une recherche dans Google vont cliquer sur le premier lien qui apparaît. Donc, à peu près, si on fait un peu de calcul, on tombe sur une moyenne de 1600 visites en plus sur l'année par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple qui est le e-commerce. Sur le e-commerce, on dit que sur 100% de visites, 3% des personnes vont acheter un produit. Donc, si on prend à peu près le même résultat, ou si on prend le même pourcentage par rapport à Proxiad et par rapport à cette requête, potentiellement entre 50 clients au recrutement possible en plus sur l'année. Bon, là, ça représente peut-être peu, mais ça, c'est uniquement pour un seul mot-clé qu'on va utiliser, en sachant que nous, notre stratégie, on va la concevoir à travers un mot-clé principal et on va rajouter plein d'autres mots-clés. Par exemple, le terme ESN, lui, qui est beaucoup plus recherché, ce qui fait qu'on pourrait dupliquer en fait le nombre de visites. Donc, aujourd'hui, si on a plus de visibilité, pour nous, on va avoir plus de recrutement, on va avoir plus de clients. Et si on a plus de clients et plus de recrutement, quelque part, on aura aussi un chiffre d'affaires plus élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le SEO est vraiment très, très important. Et voilà. Et je terminerai avec ça. Merci, Ramzi. Je pense qu'après, on est sur le… Ouais. Tu passes on passe au slide suivant. Si je ne me dis pas de bêtises, on est sur le slide questions-réponses. Oui. Hop. Voilà. Eh ben, avant tout, merci Laure et Ramzi. Les micros sont ouverts. Enfin, vous pouvez réactiver vos micros si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas à activer votre micro et maintenant à prendre la parole. Je pense que Laure et Ramzi se feront un plaisir, encore quelques minutes, à répondre à votre curiosité sur le SEO. Excuse-moi, voilà, je voulais déjà remercier tout le monde. Franchement, c'est la première fois que je présente devant une trentaine de personnes. Donc, c'était spécial. Bon, avec un peu de stress, mais j'espère que la prochaine fois, on pourra aller plus en détail et faire mieux. Merci en tout cas tout le monde. Hein. C'était vraiment bien. J'ai trouvé que c'était très, très bien. Bravo à vous deux, en tout cas, merci. J'embête assez souvent, régulièrement, Laure, sur le SEO, sur certains termes techniques SEO. Mais là, je pense que c'était très fluide. Zineb, n'hésite pas à activer ton micro pour poser tes questions, si tu souhaites. Et merci Ramzi et Laure. Est-ce qu'on se ferait un petit rôti, Laurent, du coup? Pardon? Est-ce qu'on se ferait pas un petit rôti? Ah bah oui. Rien à voir avec la nourriture, hein, bien sûr, mais…
Je pose la question de Zineb. Comment se démarquer si tout le monde utilise les mêmes outils, les mêmes méthodes? Je prends la parole, Laure. Allez. Ouais, vas-y. En fait, c'est ça. En fait, ça dépend de la stratégie qu'on va mettre en place. Donc, soit on va jouer sur la quantité de personnes, soit on va jouer sur la qualité. Les deux se valent. Ça dépend du produit qu'on va vendre. Hein. Quand je parle de produit, que ce soit pour un e-commerce ou pour juste du recrutement, bon, j'utilise le terme produit. Ouais, tout le monde utilise les mêmes outils. Il y a même des outils qui sont des concurrents. Et c'est vraiment la stratégie et le contenu qui vont faire qu'on est bien classé ou pas. Et c'est ce que dit Google et redit, parce que Google ne nous donne pas, on ne sait pas comment les algorithmes de Google tournent. Donc, et la seule chose qu'on voit tout le temps revenir, c'est respecter les règles, mettez du contenu, mettez de la qualité, et vous serez bien classé en fin de compte. Voilà. Je vais rajouter juste un point. Pardon. Ouais. Je voulais juste rajouter un point. Le SEO, c'est une stratégie qui se fait sur du long terme et pas à court terme. Donc, ce n'est pas de suite que je vais mettre en place. Vous aurez de suite un résultat. Ça se travaille sur du long terme. Je pense que tu verras de quel client je parle, Laure. On travaille avec Proxiad. Hein. Nous sommes partenaires avec une grande plateforme de e-commerce. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'on travaille avec eux sur leur plateforme, sur le SEO, et ça ne cesse jamais, quoi. C'est du continu, du continu, du continu. Le SEO est vraiment une stratégie, comme tu viens de le dire, Laure, sur du long terme, où là, ça fait 2 ans et on va continuer cette année et on espère encore de nombreuses années avec ce partenaire. Ah, le SEO, c'est une stratégie qui s'applique au quotidien et on doit travailler, enfin pas forcément tous les jours. Ça dépend les sites auxquels on travaille dessus. Sur des gros sites e-commerce, oui, le SEO, c'est tous les jours qu'il faut travailler dessus. Ouais. Sur des sites qui sont plus ou moins vitrines, il ne faut pas travailler forcément tous les jours. Après, tout dépend de la stratégie qu'on veut employer. Mais en tout cas, oui, le SEO, ça se travaille sur du long terme. C'est jamais sur du court terme. On ne met pas en place quelque chose et ça y est, tout fonctionne, tout est opérationnel et pour la vie entière. Ça, on aimerait bien. En fin de compte, excusez-moi, c'est toujours Google qui décide. Qui décide. Tu peux faire toutes les améliorations. Oui. Voilà. En général, on dit que les premiers résultats vont apparaître après 6 mois. Donc, moi, quand j'ai travaillé avec Arte, par exemple, il y a eu des améliorations, on a mis en place des choses et Google ne les a toujours pas pris en compte. Voilà, en fin de compte, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas toutes les règles. Mais je pense que si on applique les quelques règles, on y arrive. Voilà. Google, il a des secrets, il ne nous délivre pas tous ses secrets. Donc, on travaille avec les techniques qu'on a et on essaye de les appliquer. Et après, c'est sûr que c'est Google qui décide le dernier mot. Bonsoir. Bonsoir. C'est Zineb. Je vous ai posé une question, voilà. Et du coup, puisque vous parlez que Google garde, il a toujours des secrets, etc. Du coup, à quel moment il nous pousse à passer au SEA, si j'ai bien compris, le référencement qui est payant. Oui. Alors, il nous pousse, je vais pouvoir répondre, Google ne nous pousse pas à faire du SEA. C'est nous qu'on en décide d'établir notre stratégie. C'est nous qu'on va décider, suivant notre stratégie, de dire à ce moment-là, je vais faire du SEA pour acheter des mots-clés, faire des campagnes et travailler ce cœur de référencement, qui est complètement différent par rapport au SEO. Ça veut dire, si on a une stratégie agressive, là, on passe pour le SEA. Alors, on peut, mais ça ne veut pas dire pour autant le SEA, en fait, on achète des mots-clés et ça va être un jeu d'enchères. Et c'est dans ce cas-là, c'est celui qui va enchérir le plus qui va pouvoir le remporter. Donc, ça ne veut pas dire à coup sûr qu'on va être ciblé sur ce mot-clé-là. Après, on a des campagnes à mettre en place. Donc, on achète le mot-clé et on écrit des campagnes, des campagnes de publicité. Et on va apparaître sur ça. Mais ça va être sur du court terme. On ne sait pas sur des longues périodes qu'on peut établir cette stratégie-là.
Mais en premier lieu, je conseille, moi, personnellement, de d'abord travailler le SEO, pousser à fond de toutes les techniques qu'on peut de ce côté-là. Et après, suivant notre stratégie, engager à ce moment-là, par période, faire des campagnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, non, au contraire, tu m'as informé, tu m'as donné plus d'infos là. Merci beaucoup. Pas de quoi. Allô? Salut tout le monde. Bonsoir. Allô? Bonjour tout le monde. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Oui, salut. Du coup, je la trouve très très intéressante, franchement. Et du coup, ma question, c'est sur le fichier robots.txt qui permet de priver les moteurs de recherche ou les crawlers d'accéder à différents fichiers ou dossiers, mais c'est pas souvent la meilleure façon d'optimiser le site parce que ça ouvre quand même des portes ou ça rajoute un risque parce que dans le fichier, on peut trouver des informations très importantes pour les hackers ou pour les attaquants qui leur permettent d'avoir plus d'informations sur la cible. Et du coup, je me demande s'il y a un autre moyen technique, à part ce fameux robots.txt, de stopper les crawlers, ou sinon, quelles sont les bons pratiques qu'on peut mettre en place pour améliorer la sécurité du site tout en gardant ce fameux robots.txt. Alors, on ne pourra pas. Google sur l'année a pris la décision de sa volonté, même si on l'empêche de dire non, tu ne viens pas crawler mon site. S'il a décidé de venir ce jour-là crawler ton site, il viendra malgré tout, même si on a mis toutes les techniques de développeurs de dire toutes les informations, dire je fais. Oui. Donc il viendra. S'il a décidé de venir, il viendra quand même. D'accord, ok. Du coup, parce que le fichier, enfin, il stoppe quelques accès. Par exemple, le admin.php dans un site ou enfin d'autres fichiers qui peuvent contenir des informations confidentielles. Et du coup, on n'a pas besoin de crawler ou on n'a pas besoin de ce genre d'informations pour améliorer justement la performance du site ou quoi que ce soit. Et du coup, on utilise souvent ce fichier, mais comme je vous ai dit, le problème, c'est au niveau sécurité que voilà, on va mettre des fichiers, on va mettre des accès, on va mettre des dossiers avec, par exemple, /admin qui vont donner justement aux hackers un accès à des fichiers. Enfin, c'est une lame à double tranchant. Donc, voilà, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ça ou genre un autre moyen de bloquer l'accès à ce genre de fichiers, quoi. La sécurité qui s'oppose effectivement au SEO. Mais super question, Oussem. Vas-y, Ramzi. Non, mais je voulais dire que même sur le robot.txt, on peut, dans notre code HTML de notre page, on peut lui dire de ne pas venir sur la page, mais directement. Mais après, comme l'a dit Laure, s'il veut venir, il viendra et il référencera cette page, en fin de compte. D'accord. Ok, même sur des pages, par exemple, admin, par exemple, pour WordPress, par exemple, le wp/admin, ça n'empêche pas le crawler de visiter cette page, quoi, qui contient absolument rien d'important pour améliorer justement ou utiliser le SEO pour améliorer la recherche ou quoi que ce soit. Il va venir dessus, mais pour lui, il va ignorer. Donc, il va quand même venir le crawler, il va analyser, mais ça ne va pas porter préjudice sur le SEO ou quoi que ce soit. Ces données-là, il va les ignorer, il va passer aux suites. Ce n'est pas ça qu'il recherche réellement, c'est vraiment le contenu vraiment des pages. Celle-ci, pour lui, c'est ignoré. Ok, ça marche. Ok, ça marche, merci. Ok. Encore d'autres questions? Allô? Oui. Oui, c'est Pauline. Oui, Pauline. Alors moi, j'ai deux petites questions. Ça concerne les mots-clés. Tu vas t'en douter, Laure. Alors, la première, c'est quand on a deux mots qui s'orthographient d'une façon différente, par exemple le mot clé, justement, est-ce qu'on doit utiliser peut-être la façon qui ressort le plus, ou est-ce qu'on a tout intérêt à utiliser les deux mêmes, enfin les deux versions du mot, quoi?
Alors, généralement, on a tendance à partir sur une seule version. Après, sur différents types de pages, on peut prendre les deux mots. Après, par moment aussi, certains référenceurs, ils s'amusent aussi à cibler des mots avec, par exemple, des petites fautes d'orthographe. Parce que tout simplement, dans la barre de recherche, les utilisateurs, surtout quand ils sont, par exemple, comme moi, dyslexiques, quand on écrit, par moment, il y a des petites fautes d'orthographe qui apparaissent. Et du coup, les recherches, on va cibler sur le mot, mais le contenu sera le bon par rapport à notre moteur. Donc, du coup, c'est pour ça que par moment, il faut arriver à jongler entre les deux. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, bah c'est bon, en fait. C'est bon pour moi. Ok, bah écoutez, super. 19h45. C'est un bel horaire pour effectivement vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore Laure et Ramzi. Super présentation. Je pense que ça a mis beaucoup d'émulation dans le chat. En tout cas, vous retrouverez bien évidemment le replay sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Merci encore à toutes et à tous d'être restés aussi nombreux jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas en tout cas à revenir. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est Vincent qui prendra l'animation la semaine prochaine. En tous les cas, merci encore Laure et Ramzi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Laurent pour la prise de relais. Et puis on en profite pour saluer Pauline aussi qui passe de temps en temps. Merci Pauline d'avoir été là, qui dans l'ombre, hein, effectivement, fait en sorte que vous puissiez tous avoir accès au replay dès vendredi, le montage, etc. Tout ce boulot-là. Donc merci à toi Pauline. Pas de souci, avec plaisir. Bonne soirée. À la prochaine tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.